Les Iraniens utilisent désormais le protocole d'accord du 17 juin comme point de départ. Ils ne négocient pas à partir de là pour faire des concessions. Donc chaque fois qu'on menace de frappe militaire, eh bien ils frappent en réalité des navires dans le détroit d'Ormuz qui tentent d'emprunter le corridor américain. Mais ils ne reviennent pas sur le protocole d'accord initial. C'est désormais leur point de départ. Et en termes de rapport de force diplomatique, chaque fois que nous revenons avec davantage d'exigences, ils frappent simplement davantage de navires et ajoutent des conditions au protocole d'accord. En quelque sorte, ils nous montrent « Écoutez, ça ne fera qu'empirer pour vous. Plus vous tarderez, plus vous devrez céder. Parce que quoi qu'il arrive, nous ne renoncerons pas au contrôle du détroit d'Ormuz. » Ils comprennent parfaitement que c'est leur atout maître. C'est leur position de force, la domination géographique du détroit d'Ormuz. Ils n'y renonceront jamais. Et je ne pense pas qu'ils laisseront un jour un navire de guerre américain revenir dans le golfe Persique, par exemple. Et pour le monde entier, ce sera un signal. Nous aurons été chassés du golfe Persique. Mais au bout du compte, nous ne retournerons pas auprès de la 5e flotte à Bahreïn. Le monde entier comprendra qui a gagné cette guerre. Donc oui, ils ne négocient pas en disant « on donne un peu, on prend un peu ». Ils disent simplement « nous allons exiger davantage ». Alors plus vous faites traîner les choses, plus vous devrez céder à la fin. Et vous savez, c'est en fait ce que le professeur Morandi a dit dans notre émission il y a presque 2 semaines. Il a dit que le prochain accord serait plus exigeant. Il a dit qu'il y aurait des éléments supplémentaires. Et maintenant, on voit que cela se concrétise. En gros, ils disent que tout ce qui devait être négocié pendant la période du premier protocole d'accord doit désormais être réglé d'avance, avant même qu'ils puissent entamer des négociations et ouvrir ce détroit. Nous verrons donc comment cela va se passer. Voici ce qu'a déclaré cette nuit le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Les discussions avec Oman portent sur un passage temporaire. Nous sommes vraiment tout près d'aboutir. La détermination de ce passage par l'Iran et Oman ne signifie pas nécessairement la réouverture du détroit d'Ormuz. Cela dépend d'autres facteurs. Les violations du protocole d'accord par les États-Unis doivent être compensées. Donc en gros, il dit écoutez, cela fait maintenant plusieurs jours que nous travaillons et que nous parlons de cette question. En fait, selon le protocole d'accord, Oman et l'Iran négociaient non pas avec les États-Unis, mais uniquement entre eux, et apparemment avec certains autres acteurs régionaux, pour mettre en place une sorte d'administration provisoire. Mais ils disent clairement qu'ils reconnaissent que cela ne signifie pas forcément que le détroit d'Ormuz sera ouvert. Parce que ça peut très bien convenir à Oman et à l'Iran, s'ils parviennent à un accord. Mais cela n'a rien à voir avec le blocus américain. Donc même s'ils annoncent un accord, cela ne signalera pas nécessairement une ouverture du détroit d'Ormuz. Et il a de nouveau répété qu'il réclame une forme de compensation. Pensez-vous que ce soit seulement une tactique de négociation, ou pensez-vous qu'ils veulent vraiment tout obtenir d'avance, sinon rien ne sera ouvert? Je pense qu'ils le pensent vraiment. Je crois que les funérailles d'État, il y a quelques semaines, ont marqué une sorte de tournant en durcissant leur position. On entend davantage parler de l'école de filles de Manab. Il y a une vraie colère et désormais une volonté non seulement de mettre fin à cette guerre, mais de la gagner définitivement. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que les États-Unis et Israël considèrent un cessez-le-feu ou un nouvel accord comme une simple occasion de se réarmer, de refaire leur stock, puis de revenir pour un nouveau round. Ils doivent voir l'Amérique subir réellement une défaite, au point de s'y brûler les doigts et d'en garder le derrière endolori,
pour ne plus avoir envie d'y retourner. Donc ils doivent vraiment augmenter la douleur. Et ils frappent des navires dans le corridor d'Oman qui tentent de se faufiler par ce qu'ils appellent le canal américain. Ils les frappent. Donc, ils ne cèdent pas sur ce point. Vous savez, ils s'en tiennent à la lettre du protocole d'accord numéro 5. Ce passage va être administré, c'est-à-dire contrôlé par l'Iran, en dialogue avec Oman et à un niveau moindre avec les autres États du Golfe. Mais il sera géré par l'Iran. Et ils ne reviennent pas là-dessus, au point qu'ils continuent encore de frapper des navires. Une façon dont ça pourrait se terminer, c'est qu'ils n'ouvriront pas du tout ce détroit tant que l'autre blocus américain, le blocus secondaire, ne sera pas levé. Mais je ne m'attends pas à une annonce officielle, parce qu'il n'y a pas de négociation officielle. Il n'y a pas d'Américains assis en face d'Iraniens autour d'une table. Ce ne sont que des messages échangés, vous savez, par voie électronique, via le Pakistan et d'autres intermédiaires. Donc, il n'y a pas de négociation. Il n'y aura donc pas d'accord signé dans lequel les États-Unis diraient « D'accord, tel jour, nous levons notre blocus, et tel autre jour, 2 jours plus tard, vous lèverez le vôtre. » Cela se fera de facto, parce que ce serait très humiliant pour les États-Unis de dire « Vous avez gagné, nous capitulons, nous lèverons notre blocus mercredi, vous lèverez le vôtre vendredi. » Ils le feront, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir le constater. Vous avez beaucoup de systèmes privés de suivi des navires qui calculent la quantité de pétrole qui sort aujourd'hui du détroit d'Ormuz par rapport à avant la guerre, ainsi que le pétrole qui sort de la mer Rouge par les pipelines et les navires. Or, cela est remis en question à cause des Houthis. Ces systèmes de suivi utilisent donc différentes méthodes pour comptabiliser les navires et le pétrole. Mais il semble bien que davantage de pétrole sorte. Maintenant, est-ce que ce sont des navires qui transfèrent leur cargaison? Est-ce qu'ils se déplacent simplement à l'extérieur du détroit d'Ormuz, mais à l'intérieur du blocus naval qui se trouve plus loin, le blocus naval américain, avant de transférer du carburant? Ou bien, est-ce que certains de ces navires quittent le golfe Persique avec du pétrole iranien pour aller en Chine et que nous ne les arrêtons pas parce que nous avons une sorte d'accord parallèle avec la Chine? Donc, ne vous attendez pas à ce que tout cela soit annoncé. Il peut y avoir des accords de fait qui ne sont jamais annoncés. Moi, je surveille la quantité de pétrole qui sort, si elle augmente, et jusqu'à quel niveau. Et c'est seulement à ce moment-là que je dirai « Oui, le détroit va être ouvert ». Et tant que vous voyez, chaque jour ou un jour sur 2, un navire frappé par les Iraniens alors qu'il essaye de sortir par le corridor américain, c'est que cela continue clairement. Cela se poursuit toujours, à ce niveau-là de la guerre. C'est intéressant, parce que lorsque le protocole d'accord a été signé, le 17 juin, le paragraphe 5 disait sans ambiguïté que l'Iran, puis plus tard l'Iran et Oman, avaient le contrôle administratif pour décider de la manière dont cela allait être ouvert, et ainsi de suite. Puis nous sommes revenus et avons mis en place ce corridor secondaire en 5 jours. Et je crois que c'est le 6e jour que les premiers navires ont commencé à passer. L'Iran a dit « Oui, ce n'est pas l'accord ». Ils en ont frappé quelques-uns après certains avertissements. Et ensuite, les États-Unis, c'est à ce moment-là que nous avons commencé ces 13 jours d'échange et ainsi de suite. D'accord. Cette fois-ci, plusieurs navires ont déjà été touchés. À moins que quelque chose m'ait échappé, nous n'avons répondu à aucun de ces incidents. Qu'en pensez-vous? Je pense que nous sommes dans une situation où la réalité commence à s'imposer à nos combattants, à nos commandants. Même nos troupes basées dans l'ouest de la Jordanie et en Israël sont sérieusement dans la ligne de mire.
parce qu'ils ont frappé l'une des bases aériennes en Jordanie et nous avons eu beaucoup de blessés et de dégâts. Donc aucune de nos bases n'est hors de portée. Et nous sommes maintenant, en gros, dans une situation où la guerre du XXe siècle se heurte à la guerre du XXIe siècle. Nous arrivons à un combat de mitrailleuses de la Première Guerre mondiale avec de la cavalerie à cheval. Vous savez, c'était formidable, mais c'est obsolète, parce que nos avions d'attaque doivent être ravitaillés en vol pour aller d'Israël et de Jordanie vers des cibles, même vers des points de lancement situés hors d'Iran. Et cela est visible en temps réel. Vous savez, on ne peut plus, tout comme on ne peut plus concentrer des troupes, on ne peut pas garer tous ces avions sur des pistes, sur une demi-douzaine de pistes, serrés les uns contre les autres, comme à Pearl Harbor, puis lancer une grande attaque aérienne, parce que c'est visible en temps réel. Et ces bases peuvent ensuite être attaquées. Je sais que certains disent que l'Iran est extrêmement réticent à frapper des cibles en Israël, et j'imagine que c'est vrai. Mais il faut faire une grande distinction entre un missile qui explose, une explosion au centre de Tel Aviv, et une explosion perdue dans le désert, que personne n'entendra, ou vous savez, dans une ville, ou même une explosion à l'aéroport Ben Gurion, où le monde entier a vu que nous avons des avions ravitailleurs de l'armée de l'air alignés. La précision de ces armes signifie que, enfin, les aéroports, comme nous le savons, ce sont de très grandes cibles. Vous savez, je ne suis jamais allé à l'aéroport Ben Gurion, mais je ne pense pas que l'endroit où ces avions sont stationnés soit, disons, juste à côté d'un ensemble d'immeubles. Donc, si vous avez des missiles capables de frapper avec une précision de 10 ou 20 mètres, vous pouvez toucher les avions sans faire de victimes civiles. Le monde ne va donc pas regarder avec horreur l'Iran frapper Israël, si au même moment, une vaste attaque aérienne est lancée depuis Israël. Personne ne s'attendra à ce que l'Iran subisse une attaque sans riposter, sous prétexte que les avions décollent d'Israël. Et ils ont déjà montré qu'ils avaient la portée nécessaire puisqu'ils ont frappé nos bases en Jordanie. Donc je pense que nous retenons notre feu parce que nous savons que nous perdrions cette manche. Nous la perdrions. Nous n'avons pas la maîtrise de l'escalade. Oui, et vous savez quoi? On dirait que le président Trump commence à en prendre conscience. C'est une information qui vient de tomber ce matin. Alors que l'Iran affirme qu'il n'y a pas de solution militaire à cette menace iranienne, qu'on ne pourra jamais la faire disparaître par la force, il semble que cette réalité commence à s'imposer à nous. Car le président Trump dit désormais qu'il ne négocie qu'à moitié avec l'Iran et continue de dire qu'il reste discret sur le sujet pour l'instant. La plupart des gens, moi y compris, l'interprètent ainsi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il essaie de déterminer ce qu'il fera ensuite. Et regardons ça. Certaines personnes, de son côté, ne sont pas vraiment contentes de cette situation. D'abord, regardons Rebecca Heinrichs. On peut entendre une certaine agitation dans sa voix. Le soutien des partisans du président Trump à cette guerre a été le plus fort lorsque les États-Unis étaient réellement en position d'initiative et réalisaient d'importants gains militaires aux côtés des Israéliens. Ce soutien a commencé à chuter brutalement avec ce cessez-le-feu, ces négociations et des Iraniens qui semblaient très confiants, très audacieux et qui formulaient des exigences envers les États-Unis. Et c'est là que les Américains, je pense, commencent à se sentir assez mal à l'aise. Donc je crois qu'elle dit « Je pense que les Américains sont mal à l'aise parce que nous ne faisons pas assez la guerre. Nous devons y retourner et obtenir leur soutien. » Et elle semble totalement ignorer le fait que nous avons essayé 2 séries d'actions militaires pour tenter de faire fonctionner ça. Ça n'a jamais marché. Et pourtant, sans se laisser décourager par cela, elle ne se satisfait pas d'une approche discrète et elle veut retourner à la guerre. Si c'est le cas pour certains soutiens du président Trump,
Alors il reçoit un appui politique venant d'un endroit inattendu, même sur MSNBC. Ils en parlaient ce matin dans Morning Joe. Ils disaient qu'ils sont souvent critiques envers le président Trump. Mais soudain, ils disent « Mais toute cette idée de rester discret, je ne sais pas. Peut-être que ça a du sens. » Alors, il s'agit, je crois, d'un ancien analyste de la CIA, aujourd'hui à la retraite, qui était sur MSNBC ce matin. Au début, il va en quelque sorte être d'accord avec Trump, ce qui est déjà étrange en soi. Mais écoutez sa conclusion à la fin. Il n'y a vraiment pas d'autre option ici. Le seul défaut de cette stratégie, qui, je le pense, est aujourd'hui la bonne, c'est que l'ennemi a son mot à dire. Alors, à mesure que l'Iran se sent acculé, la question est de savoir ce qui se passe lorsqu'il mène des attaques de guerre hybrides, comme celle qu'il aurait menée contre le réseau d'eau du Minnesota, ou de nouvelles attaques contre la navigation dans le détroit d'Ormuz, ou encore des attaques de ses forces supplétives dans la région. Par exemple, les Houthis frappant des cibles en Arabie Saoudite. Ils vont essayer de pousser Trump à remonter cette échelle d'escalade. L'attention va beaucoup se porter sur la mesure dans laquelle les États-Unis tenteront de s'en tenir à cette stratégie, je cite, « discrète ». Mais je pense que c'est la bonne, et que c'est la seule. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ça ne nous plaît pas. Les États-Unis ne vont pas forcément en sortir gagnants, mais c'est certainement mieux que d'y envoyer 20 ou 30 000 soldats au sol, ou de dépenser toutes nos munitions de précision dans une campagne militaire qui, en réalité, ne fonctionne pas très bien. Et vous savez, Matt, il y a une partie de moi qui ne comprend pas. Lui en comprend une partie, cet analyste de la CIA sur MSNBC, et il dit « Et vous savez quoi? On ne sortira peut-être pas gagnant de cette affaire, mais restez discret. Et en gros, maintenir le statu quo, c'est toujours mieux que d'envoyer des troupes au sol. » Comme si quelqu'un envisageait encore sérieusement cette option. Mais ce qu'il n'envisage même pas plus que les autres personnes qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et en réalité, à part notre chaîne et quelques autres comme la nôtre, personne ne dit « Mec, laissez tomber, vous ne pouvez pas y parvenir par la voie militaire. » Et maintenir le blocus, maintenir le statu quo, continue de nous nuire. Vous voyez ça comment? Oui, c'est ce sophisme du joueur. Vous savez, le fait de s'enfoncer dans la bêtise. Et Trump, je gagne toujours. Vous savez, Trump, je gagne toujours, donc je vais toujours relancer les dés. Peut-être qu'il commence enfin à comprendre que ça ne marchera pas. Je reviens à Jackie Heinrich, avant qu'on perde le signal pendant un instant. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de formes de syndrome de Stockholm. Et l'une d'elles, c'est une sorte de pensée de groupe qui prend le dessus. Elle est à la cafétéria de Fox News, assise entre Kellogg, Keith et Jim Henson. Donc oui, elle se voit probablement comme une vraie modérée par rapport à son cercle social, à la cafétéria de Fox News et dans la Green Room. Elle a probablement vraiment l'impression d'être une modérée. Mais il n'y a aucun moyen d'intensifier le conflit et de gagner, parce qu'on arrive sur un champ de bataille du XXe siècle avec une cavalerie à cheval du XIXe siècle. Ce qu'on avait, c'était parfait pour botter le cul de la Libye. Top Gun Maverick et le Top Gun original, le porte-avions navigue pratiquement jusqu'à l'intérieur de la Libye. Même s'il ne nomme pas ces pays, c'est la Libye, non? Top Gun. Pratiquement, vous savez, c'est juste là, les avions décollent, abattent tous les méchants, se posent sur le porte-avions, mission facile, la guerre est terminée. Cette époque-là est révolue. Elle ne reviendra jamais. Maintenant, il faut entasser les avions sur les pistes et les aires de trafic parce que, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas les pousser sur le sable. Ils doivent être sur du revêtement. Donc il y a une quantité limitée de surface revêtue et beaucoup d'avions. Donc quand ils sont regroupés comme ça, ils sont extrêmement vulnérables.
Si nous tentons maintenant une quelconque attaque cinétique, ils peuvent frapper ces aérodromes avec des missiles qui mettent 8 ou 10 minutes à arriver. Alors, dès qu'ils verront les 20 premiers avions ravitailleurs décoller, ils frapperont ces bases aériennes. Et non seulement ils feront des victimes, mais ils feront avorter toute l'attaque. Et s'il y a une chose pire que d'avoir mauvaise mine en se retirant d'une guerre dans laquelle nous n'aurions jamais dû nous engager, ce qui sera absolument pire, ce sera de subir une défaite humiliante et écrasante. Lancer une vaste attaque aérienne, puis avoir 50 avions détruits au sol, 50 autres endommagés, et les avions qui ont réussi à décoller incapables d'atterrir sur cette piste parce qu'elle est criblée d'impacts et de cratères, avec des débris d'épave partout. Ils vont donc atterrir en Turquie et à Chypre, où ils ne pourront pas se réarmer ni refaire le plein. Ils seront hors combat. Ils pourraient même être, quel est le terme quand on atterrit dans un pays neutre pendant une guerre? Comme les Allemands en Argentine, le Grafspee. Il y a un terme pour ça, ça m'échappe. Il y avait des navires allemands à Guam quand la Première Guerre mondiale a éclaté. C'est comme partition. Quel est le terme? Il y a un vrai verbe pour ça. Mais séquestrer, quelque chose comme ça. Donc nos avions qui ne peuvent pas retourner sur des aérodromes endommagés vont atterrir sur n'importe quel terrain disponible. Des aérodromes civils. Plus de carburant, plus de bombes. Ce sera bien plus humiliant que d'essayer de démêler tout ça et de déclarer une victoire, même si notre marine ne retournera pas dans le golfe Persique. Je pense que voilà ce qui va se passer. Nous allons lever progressivement le blocus extérieur. Et à mesure que davantage de pétrole sortira du golfe Persique, parce que nous levons ce blocus extérieur de la marine américaine, notre camp s'en attribuera le mérite et dira « Regardez, la stratégie de Trump fonctionne. Davantage de pétrole sort. » Ils ne parleront pas du fait que les navires de la marine américaine ne peuvent pas y retourner. Nos bases ne peuvent pas être reconstruites. On ne peut pas reconstruire ces bases uniquement avec ce qu'on décharge d'un C-17. Nos navires chargés de matériaux de construction pour reconstruire les bases ne seront pas autorisés à y retourner. Certains de ces équipements volumineux, comme ces énormes stations terriennes de liaison satellite qui font partie du vaste radar à longue portée, il faut avoir les deux, parce que ce radar géant à longue portée n'existe pas tout seul. Il fait partie d'un réseau relié par satellite, donc il se trouve à côté d'une énorme station de liaison satellite. Ces équipements-là n'arrivent pas dans des C-17, et ils ne sont pas construits sur place avec des jeux de construction. Ils arrivent sur un grand navire, puis sont débarqués à la grue et mis en position. Et ça va pas se produire. Ils ne vont pas revenir dans le golfe Persique. On est repoussé. Ce n'est pas couvert par les médias américains, mais le reste du monde le voit. Oui. Vous savez, Matt, si je comprends bien, vous n'étiez pas général 4 étoiles à la retraite dans l'armée américaine. C'est exact? C'est exact. D'accord. Alors, comment se fait-il que vous voyez ça si clairement, alors que ce type-là, qui était général 4 étoiles en service actif, apparemment le copain de déjeuner de Rebecca Heinrichs à la cantine dont vous parliez il y a une minute, pense qu'il faut encore y retourner à pleine vitesse? Les Iraniens, on voit à quel point leurs exigences diplomatiques envers nous deviennent plus agressives. Ils nous demandent presque de nous rendre. Je pense que leur trajectoire déjà très agressive sur le plan diplomatique va aussi devenir très agressive sur le plan violent. Le président Trump a toutes les options entre ses mains. Il peut lancer une action militaire majeure à tout moment pour mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Il peut le faire en quelques jours. Il peut le faire encore plus vite que ça. Il dispose d'énormes possibilités. Il en est parfaitement conscient. Et nous verrons ce qui se passera. Mais je crois sincèrement que la seule façon pour que l'Iran réponde à nos exigences, c'est de l'y contraindre.
Eh bien, sur la dernière partie de ce qu'il a dit, je suis plutôt d'accord. La seule façon pour qu'ils répondent à nos exigences, c'est de les y contraindre. Mais on ne peut pas les y contraindre. Et puis, il y a ce passage bizarre, Matt. Il dit, écoutez, toutes les options sont entre les mains du président Trump. D'énormes options. On peut le faire en quelques jours. Mais on a eu 40 jours, puis 13 jours, et ça n'a pas marché. Alors, bon sang, mec, c'est quoi ce délire? Si Gary peut afficher une image, je pense, d'un B-52, c'est une comparaison sur le largage de bombes conventionnelles. Il est écrit « Vous vous souvenez quand nous avons largué 3 fois plus de tonnes de bombes sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge que sur l'Allemagne et toute l'Europe occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis que nous avons gagné la guerre du Vietnam. » Eh bien non, nous ne l'avons pas gagnée. Donc, sur cette carte, dans le coin, le Sud-Vietnam, pour lequel nous nous sommes battus pendant presque 10 ans, ne fait que la taille de cette zone autour du détroit d'Ormuz. Ils peuvent tirer des missiles depuis n'importe quelle partie de l'Iran, capable d'atteindre cet arc, ou depuis n'importe laquelle des îles, ou depuis n'importe quel État du Golfe, de l'autre côté de la zone du Golfe Persique. Pendant la guerre du Vietnam, nous faisions voler ces B-52 dans tous les sens, comme bon nous semblait. Le Viet Cong au sud n'avait rien qui puisse tirer aussi haut que ces B-52. Donc, littéralement, j'ai vérifié, il coûte plus de 100 fois moins cher par kilo d'explosifs de larguer une bombe classique depuis un B-52 que de lancer un missile à distance depuis l'extérieur de l'Iran. Nous avons donc pu larguer tout ce tonnage colossal sur le petit Vietnam du Sud, 10 fois moins grand que l'Iran, pendant des années, sans les vaincre. Ils continuaient à acheminer du matériel de guerre par la piste Ho Chi Minh, qui, pour ceux qui sont plus jeunes que nous, passait parallèlement au nord et au sud Vietnam, au Laos et au Cambodge. Ces pays n'avaient donc aucun moyen de s'opposer à ce que l'Amérique mène des missions juste au-dessus de leur territoire et largue des mégatonnes de bombes classiques directement sur la piste Ho Chi Minh. Ils ont continué à acheminer du matériel de guerre au Viet Cong pendant tout ce temps. C'était ça, la stratégie, couper la piste Ho Chi Minh. Le Viet Cong finira par manquer de RPG, de roquettes B-40, de tout ça, de mines. Et alors on gagnera parce qu'ils seront privés de matériel de guerre. Et nous pouvions simplement, avec les B-52, ils transformaient le terrain en surface lunaire. Arc-light. Des bombardements en tapis, littéralement. Un cratère rejoignait le cratère suivant. Et malgré ça, on n'a pas réussi à les faire se rendre. Et l'Iran est 10 fois plus grand. Ils ont une défense aérienne, contrairement au Viet Cong. Même les Nord-Vietnamiens n'avaient qu'un peu de défense aérienne autour de Hanoï. Ils ont bien abattu quelques B-52, évidemment, mais pas assez pour nous arrêter. Ils ne nous ont pas fait abandonner la campagne de bombardement, parce que nous avions des prisonniers de guerre au Hanoi Hilton. Nous avons continué à faire des allers-retours, Thaïlande-Guam, à larguer des bombes pendant des années. Aujourd'hui, nous ne pouvons même plus faire survoler l'Iran à nos avions. Nous faisons voler des Predators et des Reapers, et ils les abattent. Alors nous devons tirer des missiles à distance qui coûtent des centaines de fois plus cher qu'une bombe classique pour atteindre une cible à l'intérieur de l'Iran. Pensez qu'ils vont abandonner après quelques semaines de bombardements qui ne sont pratiquement que des piqûres d'épingle, comparés à ce que nous avons fait au Vietnam. Des bombardements de piqûres d'épingle. Rien à voir avec le Vietnam. Si vous comptiez le nombre de livres d'explosifs réels dans une ogive, qu'est-ce qu'il y a dans un Tomahawk? C'est quelque chose comme 1000 livres, non? L'ogive elle-même. Ça équivaut à quoi? À 2 bombes de 500 livres larguées par un B-52. Et ça, B-52 après B-52, jour et nuit, pendant des années. Alors je ne sais pas à quoi pensent des gens comme Kellogg, Keane, Henson,
Mais si Trump se laisse convaincre de lancer une nouvelle attaque d'envergure, ce sera bien plus humiliant quand la première vague aura décollé et que des roquettes commenceront à frapper ces pistes. Parce que les autres vidéos vraiment importantes que j'aimerais que ces gens regardent, ce sont vos vidéos avec Ted Postol. Parce qu'il explique très bien que nos patriotes ne fonctionnent pas, alors qu'on prétendait avoir un taux de 90%. Du genre, oh, c'est une catastrophe maintenant parce qu'on n'a plus de patriotes. Il soutient qu'ils ne sont qu'une arme psychologique pour la défense. Il donne à vos troupes le sentiment qu'il y a une défense, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Le taux d'interception est peut-être de 5 ou 10%, parce qu'il faut y penser. Ces missiles arrivent, et c'est très intéressant les termes qu'il emploie, 4 km par seconde. Et l'intercepteur monte à 1,5 km par seconde. Donc vous franchissez plus de 5 km d'espace en une seconde. Et on n'arrive même pas à faire ça. Et puis les Iraniens ajoutent l'hypersonique. C'est comme un propulseur de rentrée pour les faire aller plus vite. Ils ont de petites fusées et des ayettes pour que l'ogive fasse des écarts pendant sa descente. Donc, même dans les 5 dernières secondes, si elle fait 2 virages, oubliez l'interception. Et ça, c'est acquis. Ce n'est pas quelque chose qu'on va rattraper. Et la raison, c'est ma propre analogie. C'est qu'il sera toujours moins cher de tirer une balle que de concevoir une super balle capable d'intercepter une balle en plein vol. Je crois que sur le champ de bataille de Gettysburg, quelque part vers la charge de Pickett, ils ont tous ces vestiges de guerre, et il y a, je crois, 2 balles miniers qui se sont percutées. Vous savez, pour montrer à quel point l'air était saturé de plomb, il y a eu comme 2 balles miniers. C'est une petite balle en plomb, à cavité creuse, de calibre 60, un énorme projectile, qui se sont percutés. C'était juste un coup de chance, parmi des dizaines de milliers de balles tirées des 2 côtés. Mais imaginez qu'on va inventer une balle qui abat les balles. Elles arrivent à 4 km par seconde. Donc, nous avons une force aérienne du XXe siècle, des avions d'attaque, des avions ravitailleurs, des armes à distance qui coûtent une fortune pour envoyer une petite ogive au cœur de l'Iran. Et eux ont investi dans une offensive aérienne du XXIe siècle, fondée sur des roquettes que nous ne pouvons pas arrêter.